Bonjour, bienvenue dans Podcastez-vous. Aujourd'hui, je me rends chez Raphaël Finan et je pense que nous allons passer un agréable moment ensemble. Je vous propose directement de la rencontrer. À tout de suite. Bonjour Alain. Bonjour Raphaël. Ouf, je suis habillée, j'ai mes godasses. Vous allez bien? Ça va, merci. Oui. On peut déjà un peu nous situer pour que les gens puissent imaginer un peu où nous nous trouvons. Alors, bonne idée, parce que d'habitude, quand je dis que j'habite Ougré, il y a toujours un pauvre petite qui traîne derrière. Donc là, on est à l'abri d'un arbre. On est juste derrière le bois Ézal, Oui. puisque c'est le nom de ma rue. Donc on est vraiment entouré de verdure. Et mes voisins, ce sont les sangliers, les renards et les martres. Mais c'est magnifique et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer de trouver comme ça une verdure quand même très, très présente. Oui. Je vois même un petit jardin, des jolies fleurs. Merci. Et quand même déjà aussi des grands arbres, il y a même des sapins ici qui nous entourent et on peut presque dire que nous sommes à la campagne. Ah, c'est pas loin. Boncel, c'est considéré comme la campagne. Oui, hein, tout à fait. Oui, qui oui. est juste à 5 km au-dessus. Mais oui. Alors, est-ce que je peux vous demander de peut-être vous présenter en 2-3 mots? Alors, je suis née ici. J'ai fait une petite incursion du côté du Laveux. Je suis revenue habiter dans cette maison et je peux profiter du jardin pour mon activité récente qui est le coaching. D'accord. Donc c'est vrai que quand il fait beau, je coach sur la terrasse ou à l'intérieur ou dans le jardin. On fait même des petites explorations et finalement c'est un terrain d'entraînement aussi. Le coaching, c'est important de se sentir bien là où l'on est, au final. Alors je crois que c'est finalement l'enjeu de notre partie. Moi j'appelle ça une partie. La vie c'est une partie de jeu. Et chaque fois qu'on n'est pas tout à fait bien, il y a peut-être quelque chose à modifier. Pas forcément pour que ça n'arrive plus, mais parce qu'on est tous un petit peu dans l'inconfort à certains moments. Et quand on peut goûter un petit peu plus de bonheur, pourquoi s'en priver? La nature donne des ressources pour La bien se nature sentir. est ressourcement. Donc c'est vrai qu'on voit souvent comme suggestion d'aller se promener en forêt. Alors, ça, je ne fais pas parce que moi, je risque de me perdre. Donc, il faut toujours que j'ai quelqu'un avec moi. Oui. Mais c'est vrai que jardiner, enlever des mauvaises herbes, planter, vérifier, tailler, arracher, tout ça fait énormément de bien. Et on a une connexion parce qu'on sent qu'on fait partie d'autre chose aussi. Et je crois qu'à certains moments, c'est important de sortir de son nombril et de voir un petit peu ce qui nous entoure, comment ça fonctionne, est-ce qu'on s'en inspire, voilà. Et c'est vrai que l'inspiration, ça va être un grand moteur tout au long de la vie. Vous voyez une différence entre une personne qui vit en ville dans un environnement finalement quand même peut-être un peu plus stressant, bruyant, et une personne qui vient de la campagne? Est-ce que l'on ressent un peu cette différence? Alors, une personne qui vient ici pour une raison de stress, admettons, le stress est toujours multifactoriel. Donc, évidemment, le fait de pouvoir respirer à l'extérieur de sa maison, ça va jouer positivement. Mais si le boulot, ça va pas, le mari ou la femme, ça va pas, les enfants, ça ne va pas, le chien est infernal, mais tout ça joue. Donc oui, ça joue d'être en 4 murs. J'ai un ami qui travaille dans le bien-être et il dit « Je ne peux pas recevoir dans mon appartement. C'est trop petit et j'ai fait ce que j'ai pu, mais je manque de place. » Donc je crois que pouvoir mettre le bout du nez dehors, que ce soit dans son jardin, sur sa terrasse ou dans un bois, c'est quelque chose de vraiment important. On l'a fortement ressenti pendant la période de Covid, bien sûr.
quand le Covid est arrivé, moi j'ai toujours un petit peu la même posture. C'est, est-ce que je peux le tourner à mon avantage? Oui. Et donc, j'avais un mi-temps à cette époque-là. Cyril est avec moi le début de la semaine. J'ai demandé que mon mi-temps soit déplacé jeudi, vendredi. Donc lundi, mardi, mercredi, j'avais entre 4 et 6 heures à prester. Et le reste du temps, on s'occupait des poules. On a planté des poireaux. Et donc, voilà. Donc, j'ai vraiment réussi à mener notre barque pour que ce soit, à la fin, une parenthèse enchantée plutôt que désenchantée. Pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de personnes qui devraient de temps en temps effectivement réfléchir et tourner ce qui pourrait paraître à des avantages à son avantage au final. Oh, je crois qu'on en sort toujours gagnant, Oui. rien à faire. Entre deux voies, celle qui me donne de la joie, celle qui ne m'en donne pas. Mais c'est vrai qu'il faut un temps d'arrêt, un temps d'observation, parce que ce n'est pas les compétences qui manquent aux gens, c'est encore moins l'intelligence, c'est juste, je m'arrête un instant. Un moment de réflexion. Exactement. Pour certains, aider les autres est plus qu'une mission. C'est un réflexe. Ils sont la boussole, l'épaule, le pilier sur lequel la communauté peut toujours compter. Mais il y a un piège dans cette générosité inconditionnelle. À force de tout donner, de répondre à tous les besoins, la lumière se focalise sur les autres. Alors, c'est souvent le point de départ de beaucoup de thérapeutes, c'est au départ d'être déjà dans l'aide aux autres. Infirmière, institutrice, le métier de maman ou de papa parfois. Et je crois que justement la conversion, moi c'est ça qui m'a aidée, la conversion, l'aide que je propose aux gens, est-ce que je n'en ferai pas mon métier, ça m'a aidée parce que l'aide qu'on prodigue sans en faire son métier, la plupart du temps, ce n'est pas de l'aide, c'est du sauvetage. Et en fait, quand on fait ça, en effet, on ne se regarde pas, on analyse les besoins des autres et on est très pointu. Et on va très très vite pour cerner les problèmes des autres. Et ce n'est pas de la foutaise, ce que je dis, c'est on a vraiment une capacité à capter ça. Et le jour où on commence à se regarder, mais qui est cette personne que je découvre? Et donc ça, en effet, c'est toute une reconversion. Et je crois que finalement, quand on a goûté les deux côtés, je m'oublie à ton profit, je commence à me connaître et donc je sais comment je peux t'aider sans que ça me nuise. Parce que si je commence à t'aider, j'aimerais bien t'aider jusqu'au bout. Donc il ne faut pas non plus que de mon côté, je perde le chemin. Donc je crois que quand on a fait ce travail-là, on est déjà bien. Mais oui. Ça ne doit pas être évident hein, de temps en temps pour soi-même de devoir aider les autres. Quelque part, est-ce qu'on n'est pas un peu une éponge où l'on prend tout ce qui ne va pas toujours très bien chez les gens et il faut pouvoir l'encaisser? Alors ça aussi, c'est une posture. Donc, tant que j'étais dans le sauvetage, j'étais une éponge. Il pleure, je pleure, elle est triste, je suis triste, il est en colère, je suis en colère. Éponge. Et puis quelqu'un m'a dit, ça c'est de la sympathie. Tu raisonnes en même temps. SYM, ça c'est avec. Et pathie, pathos, je souffre. Je souffre avec toi. Mais je suis aussi dans la joie. Tes émotions, c'est les miennes, je ne fais pas la différence. Il n'y a pas de distance. Quand on fait le travail de, ok, donc ces émotions, je les connais, et mes émotions. Donc une fois qu'on fait un petit peu le travail sur soi, on se découvre et alors on monte d'un cran, on est en 4e dan et on est un peu plus dans l'empathie. Donc c'est ok, je vois bien, oh, là j'ai touché quelque chose, est-ce que vous voulez un mouchoir? Ça a été mon premier outil. Donc j'ai mon cahier, mon bic et une boîte de mouchoirs. 2 fauteuils et j'ai démarré comme ça. Et là, on est dans l'empathie. Donc, je vois, je comprends et je sais, mais ça ne m'atteint plus. Pas, je dirais, méchamment, mais parce que c'est nécessaire par rapport à ce que vous faites. Alors, j'ai une amie qui m'a dit, moi, quand je pleure et que mon thérapeute ne pleure pas, ça ne va pas. Mais je crois qu'il y a autant de clients qu'il y a de thérapeutes. Et
de mon vécu personnel, quand je pleure et que l'autre se met à pleurer, ça ne m'aide pas. Quand je suis en colère et que l'autre m'engueule encore plus fort, ça ne m'aide pas. Donc, notre personnalité intervient irrémédiablement dans le coaching. Donc, moi, je préfère avoir pas une distance, puisque je suis à l'écoute, ils le savent, et je comprends, et j'explique, je dis c'est ça, hein, oui. Oui. Donc, il y a souvent enfin quelqu'un qui comprend. Donc, de leur côté, les clients que j'ai, de leur côté, il n'y a pas, je n'ai jamais ressenti de frustration parce que je ne pleurais pas en même temps ou parce que je ne pétais pas un câble en même temps qu'eux. Non, je crois que ça devait leur montrer aussi que vous aviez la capacité à les aider, parce que quelque part, quand on se met à pleurer avec la personne, on est un peu fragile aussi. Non ? Alors, fragile, je ne sais pas, mais on a plusieurs parties de cerveau. Et tant qu'on est fort dans l'émotionnel, comme vous dites, à ce moment-là, on ne sait pas réfléchir à tout. On n'a plus toutes nos capacités cognitives, pour dire un gros mot. Et donc, oui, on est moins dans l'aide. Quand on est dans l'empathie, on continue notre petite analyse, etc. Et on sait continuer à guider, à supporter dans le premier sens du terme et à poser toute l'aide qui est nécessaire au client à ce moment-là. Dans un monde qui tourne de plus en plus vite, on le sent, l'incertitude grandit, les choix sont infinis. Aujourd'hui, on ne cherche plus une direction, on cherche une carte, un guide personnel pour naviguer. Les gens ont un besoin profond, presque vital, d'être pris par la main. Que ce soit pour la carrière, la santé ou le bien-être, ils veulent des repères clairs. Ils veulent la preuve qu'ils sont sur la bonne voie. C'est là que la guidance devient essentielle. Je crois qu'il y a vraiment une courbe croissante dans les tâches qu'on doit faire. Un ami me disait, tu sais, franchement, si on retournait 2000 ans en arrière et qu'on devait faire tout ce qu'on doit faire, on aurait au moins 200 esclaves. Donc on ne se rend pas compte de la charge mentale qui est la nôtre par rapport à, donc moi j'ai 54 ans, par rapport à la génération antérieure. Donc mon père qui a 80 ans, ses parents qui sont décédés, qui auraient eu une centaine d'années, la charge émotionnelle n'est pas la même. Donc ça, c'est ce que je disais aussi à une cliente. Et mon père me dit, t'as qu'à te prendre en charge et ceci, cela. Mais la charge n'est pas la même. Oui. Et donc, comme on a de plus en plus, mais que le modèle de nos parents, c'est celui qui nous est transmis, on part avec un handicap. Oui. Et le mot prend tout son sens. On part avec un handicap dans la vie parce que maman faisait ça, ça, ça. Je me souviens de l'avoir dit à une cliente, va quand même un peu demander à ta maman. Et puis elle revient la fois d'après, ma mère en fait elle s'en sort pas vraiment. Hein. Oui, d'accord. Mais oui, donc on compare des générations qui n'ont pas la même charge mentale, qui n'ont pas la même façon de travailler, qui n'ont pas... Questionner à gauche, à droite, ton chef était comment? Et questionner des gens de 30 ans, ton chef est comment? On ne gère plus les équipes de la même manière. Tout à fait, oui. Le rendement depuis les années 70, l'industrialisation, est vraiment un mot au cœur de tout. Et je peux vous dire, donc justement, je disais, partir avec un handicap dans la vie, mon fils qui a un handicap, être dans une société qui prône la rentabilité, ça redistribue les cartes et ça remet un petit peu les valeurs avec d'autres perspectives. Mais on le voit, la nouvelle génération a un mot d'ordre, ralentir. Fini la pression de l'hyper-performance. C'est une quête de sens, a besoin de temps long, de travail choisi et de bien-être réel. Ils réinventent le quotidien, moins de stress, plus de présence. Ils font le choix délibéré d'une vie beaucoup plus calme. Ce système-ci ne peut pas perdurer. Et ce qui me réjouit chez les jeunes, et on a du mal, et on le prend mal, c'est quand ils affirment leurs limites. Oui. Non, il est 4 heures. Et on a envie de leur secouer, et on a envie de leur dire, mais oui, mais
Et en même temps, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Mhm. Il est 4 heures. En effet, je suis payée jusqu'à 4 heures. À 4h30, moi, j'ai déjà du paddle qui m'attend. Oui. Donc, si je veux rentrer, prendre mes trucs et arriver sur le terrain, je pars maintenant. Et je crois qu'en ça, on a pas mal à apprendre d'eux. Oui. On a à apprendre de tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Je crois que, entre guillemets, les anciens doivent aussi Oui. apprendre aux plus jeunes, mais il faut le juste milieu, en fait, hein, Oui. tout simplement. Le juste milieu, exactement. Depuis l'ouverture de son cabinet, chaque rencontre est un nouveau chapitre. En accompagnant ses clientes sur le chemin du changement, son propre regard s'est affûté. Ce sont leurs histoires, leurs victoires, grandes et petites, qui ont enrichi son approche et affiné ses outils. Le coaching est une voie à double sens, où la transmission se nourrit de l'expérience vécue. En fait, c'est elles qui font mon coaching, Oui. puisqu'elles viennent toutes avec une problématique globale. Oui. Et puis, quand on affine, il y a toujours des choses très, très différentes d'une personne à l'autre. Finalement, je deviens de plus en plus polyvalente, c'est vrai, mais je reste meilleure dans certains cas que dans d'autres. Voilà. Et on parlait de limites tout à l'heure. Je crois que c'est important de reconnaître ses limites, quelle que soit la profession finalement. Ça, je ne vais pas y arriver. Ou comme j'ai dit à la cliente, j'ai jamais eu ça, je vais essayer. Par contre, quelqu'un qui est clairement en dépression, ça va pas être mon métier, mais j'ai sous le coude quelques psychologues, Oui. et donc j'aiguille alors à ce moment-là. Être coach de vie, c'est avant tout être un témoin privilégié des transformations. Mais parfois, la vie nous offre des leçons inattendues, des moments qui chamboulent nos certitudes, même les nôtres. Notre invité a accepté de partager une histoire, une anecdote très personnelle qui, d'une certaine manière, a redéfini sa propre vision du succès et du bien-être. On dit toujours qu'on attire un peu les clients qu'on est. Pourquoi? Mais parce que quand on fait un site, quand on fait des publications Facebook, quand on a la page Google, on transmet un petit peu qui on est. Donc une fois que la personne a pris connaissance et que ça vibre chez elle, les gens que j'ai, ils me ressemblent quand même pas mal. Et voilà un ovni au mois de novembre. Et je lui ai même demandé, j'ai dit, pourquoi moi? Non mais je le sens bien qu'elle me fait. Et en fait, elle a vraiment pris le contre-pied de toutes mes clientes. Donc mes clientes, après 2 séances, c'est tu. La plupart du temps, je reste en contact, on va au resto. Voilà, il y a vraiment des liens qui se tissent parce que je suis un être de lien. Et je suis tombée sur une cliente qui était un être de non-lien. Oui. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on m'envoie cette cliente? Et là, de nouveau, je reviens peut-être encore sur le handicap et sur on a tous à apprendre de tout le monde. Je me suis dit banco, mais je lui ai dit, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je vais essayer et on va voir. Ça a donné des résultats incroyables, je ne m'y attendais pas. Donc évidemment, elle est contente, elle poursuit le travail avec un psychologue. Et je crois que c'est ça, je crois que ce métier-là est évidemment fait de rencontres. Évidemment, quand ce sont des gens qui me ressemblent, on rit à toutes les séances parce que j'arrive à. Donc c'est très très gai. Elle est venue avec un challenge. Je me suis dit, ça ne va pas aller. Dans quoi est-ce que je m'embarque? Et c'est comme toujours, les surprises sont d'une richesse incroyable. Donc merci à cette cliente-là de m'avoir fait confiance et elle est très très bien maintenant et j'ai encore des nouvelles de temps en temps, mais c'est très épisodique, beaucoup plus léger que la plupart des autres clientes, mais une aventure incroyable.
tant que coach de vie, Raphaël excelle à guider les autres vers leur propre chemin. Une expertise pointue, construite, loin de son point de départ. Une vie professionnelle souvent concentrée sur l'avenir et la gestion du changement. Pourtant, l'appel du passé est parfois trop fort. Avec son mari, Raphaël a fait un choix. Racheter la maison de famille. Cette bâtisse, c'est celle de son grand-père. L'endroit même où elle a passé ses étés d'enfance. Un ancrage fort, mais parfois douloureux. Car revenir ici, ce n'est pas seulement emménager. C'est ouvrir la porte à une vague de souvenirs. Une immersion totale dans une période révolue, où chaque pièce et chaque odeur réveille la joie et l'absence. Une confrontation intime avec son histoire personnelle. Et c'est justement cette connexion profonde, cette immersion dans son propre passé, qui l'a ramené au présent et à l'action. Nous allons maintenant découvrir comment Raphaël a transformé cette quête de racines en un engagement concret pour la vie de son quartier. Le premier truc que j'ai envie de faire, c'est la fête des voisins. Ah oui. Donc, on a instauré la fête des voisins, on est 8-10. Alors, ce qui était très rigolo, c'est que même quand les voisins déménagent, je leur dis « t'as encore envie de venir ?» C'est oui. Donc ça, c'est au niveau festivité, je vais dire. Hier, j'ai croisé ma voisine d'en face, je montais à Boncel. On est allé faire les courses ensemble parce qu'elle est un peu plus âgée que moi, disons ça comme ça. Donc je lui ai donné un petit coup de main. Et dans le quartier, la rue est toujours problématique en hiver, mais ça c'est une rue en pente. Je crois que c'est la rue la plus pentue de la province. Ah, d'accord, oui. 17%. Au-delà de ses rôles professionnels et communautaires, Raphaël est avant tout une mère qui partage le quotidien avec son fils atteint d'un handicap moteur. Sortir, se déplacer, vivre simplement, chaque pas est un défi, car malgré les bonnes volontés, le quartier n'est pas toujours adapté. Un trottoir trop haut, une pente impraticable. Ces obstacles constants ne sont pas de simples détails logistiques. Ils rappellent chaque jour à cette famille que la pleine inclusion reste un combat quotidien. Le combat pour l'accessibilité, c'est aussi son combat. Cyril, avec son handicap, profite peu de Serein finalement. Parce qu'au niveau école primaire, Berouette, au niveau école secondaire, Berouette. Un petit message à lancer. Un petit message à lancer parce que oui, l'inclusion au niveau du handicap moteur. Il a plusieurs handicaps, mais au niveau du handicap moteur, c'est on n'a pas 3 étoiles à Serein. Ah oui. Voilà. Dans un monde qui va vite, il y a des piliers, des personnes pour qui le mot voisinage rime avec action. Notre invité en est la parfaite illustration. Ici, la solidarité n'est pas un concept, c'est un moteur quotidien. Petit coup de main, veille attentive ou organisation d'événements. C'est grâce à cet engagement qu'on construit plus qu'un immeuble, on bâtit une véritable communauté. Oui, avec la fête des voisins, j'ai vraiment eu à cœur, quand il y avait des nouveaux voisins, à les accueillir. Et la fête des voisins grandit. Nous allons accueillir à la prochaine fête des voisins Monsieur 43, qui a descendu la rue 3 fois le même jour. Et à chaque fois je le croisais, je dis vous venez à la fête des voisins. Donc il viendra à la fête des voisins. Non, c'est vraiment une rue où on essaye de s'entraider, comme vous dites, de veiller les uns sur les autres. Très important, ça c'est bien. Mais franchement, entre se faire la guerre et faire la paix, voilà, moi aussi j'ai choisi. Donc ça c'est la vie de la rue, je dirais. Et justement, quand vous dites rassembler, il y a le centre culturel de Serein qui rassemble. Donc il y a évidemment beaucoup de spectacles et je fais partie du ciné-club. Ah. Donc il y a ciné-club souvent le mercredi. Oui. Je veux dire, je crois qu'on a 19 séances entre septembre et le mois de juin.
Les programmes sont établis pour 3-4 mois à l'avance et ils fonctionnent bien. Et le centre culturel, avec le ciné-club, a vraiment encore une grande vie. Donc on a en moyenne 200 personnes par séance, ce qui est énorme par rapport à beaucoup de ciné-clubs et même par rapport à beaucoup de salles. Oui. C'est des lieux qui ont été désertés au profit de plateformes, etc. Mais quand l'idée est on boirait bien un verre après, Oui. eh ben, c'est vraiment le bon endroit. Toutes les informations concernant le Centre culturel de Seraing sont bien sûr à retrouver sur leur page internet centrecultureldeseraing.be et bien sûr en ce qui concerne le ciné-club, la page Facebook est à votre disposition ainsi que Instagram. Pour retrouver Raphaël Swienen, il suffit de se rendre sur son site internet raphaelswienen.be, également sur Facebook Raphaël Swienen et sur Instagram coach_Raphaël Swienen. Toutes ces informations sont bien sûr dans la description. C'est ainsi que se termine notre épisode d'aujourd'hui. Un grand merci à Raphaël pour ce partage inspirant et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos discussions. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode tout aussi enrichissant. Mais je laisse la parole à Raphaël pour terminer ce podcast. À très vite. N'oubliez pas d'être heureux. Tout simplement. Tout simplement parce que, je crois que c'est Christophe André qui dit ne vous compliquez pas la vie s'en charge toute seule. Elle vous complique la vie, elle vous envoie de l'adversité, etc. Donc vous, votre job, c'est peut-être d'être de l'autre côté. Donc cultivez votre joie, votre bonheur dès que vous en avez l'occasion. Si vous ne cultivez pas de jardin, cultivez votre joie.